moins drôle, mais... je me présente, Sébastien Légaré, je suis chef d'équipe, développeur chez Vauban. Vous connaissez le look. Moi, je vais vous parler de IoT puis de connectivité avec les appareils justement sur Internet avec un TCP serveur puis un exemple de quelque chose qu'on a développé avec des WebSockets. Donc, en premier, qui dit IoT dit Internet of Things, donc quelque chose qui est branché sur Internet. Ce projet-là, c'était pour Kiyogo. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une compagnie de Québec qui a développé ça. C'est Betemia, la compagnie. Dans le fond, c'est des jambes robotisées, si je peux dire. Principalement, c'est pour le domaine médical, dans ce cas-ci. C'est pour amplifier les mouvements, finalement, du patient. Là, quand, par exemple, on peut le voir là, ici, il a de la misère à se lever, ça amplifie ses mouvements, donc il est capable de faire des choses qu'il n'était pas capable de faire avant. Donc, le projet sur lequel on a travaillé, c'était pour connecter finalement le Kiyogo au cloud. Donc, comme j'ai dit, le mandat, c'était de pouvoir le brancher au cloud pour plusieurs raisons. Première raison, c'était de pouvoir vérifier l'intégrité de l'appareil puis de ses composantes quand il se connectait sur le serveur. Donc, c'est permettre de faire un genre de monitoring à distance, si je peux dire. L'autre chose, c'est pour permettre de faire la mise à jour de l'appareil depuis le cloud, donc faciliter la mise à jour, parce qu'évidemment, s'il n'est pas branché, ça prend quelqu'un qui va se connecter dessus pour pouvoir le faire manuellement. Voir les statistiques de l'utilisateur sur un portail, donc pour l'utilisateur, un peu comme un principe d'un Fitbit, c'est de pouvoir voir ses pas, ces choses-là, mais de façon peut-être un peu plus poussée. Voir le mouvement de l'appareil en temps réel, donc permettre de justement, quand on le paramètre, de pouvoir voir les mouvements de l'appareil, mais après ça, changer les paramètres, puis de pouvoir, je vais vous montrer un exemple tantôt qui est quand même assez intéressant, là, qui permet de le faire. Puis permettre aux cliniciens de paramétrer l'appareil depuis le web. Donc, le clinicien qui a son client en avant de lui, il a une tablette, il peut changer les paramètres, les appliquer directement sur le Kiyogo. Puis à ce moment-là, le patient peut tester encore son appareil. Donc, moi aussi, j'ai plein de mots-clés intéressants. La stack technologique qu'on a utilisée pour faire ça, le nerf de la guerre, dans ce cas-ci, c'est Node.js. Le serveur TCP, WebSocket est tout développé en Node.js avec TypeScript, par contre, pas directement JavaScript. Puis on a utilisé une librairie qui s'appelle Socket.io pour tout faire la connectivité, au lieu de programmer finalement un serveur TCP, puis tout ça, c'était tout disponible. On a du .NET Core aussi pour l'API. On a créé des microservices parce que dans le fond, l'appareil, oui, se connecte sur le TCP, mais on a quand même l'interface web. On peut gérer là, les cliniques, les cliniciens, tout ça avec un API. On a Postgre simplement pour, comme j'ai dit, là, la base de données des appareils, des Kiyogo, la base de données des cliniciens, des patients, ces choses-là. Tout ça est dockerisé. Donc, chaque morceau de ça est dans sa propre image, donc, puis il roule dans son propre container. On a Redis aussi. Je vais expliquer un peu plus tard comment on s'en sert, mais finalement, c'est juste pour avoir une base de données distribuée parmi tous les serveurs TCP. Tout ça roule sur une stack Kubernetes sur Google Cloud Platform. Donc, comme on disait tantôt, Kubernetes, ça nous permet d'orchestrer les containers Docker. Donc, chaque container de notre serveur TCP est déployé sur Kubernetes. Donc, on peut facilement scaler up, scaler down, si on veut. Puis, c'est ça, je pense que je l'ai dit, mais Google Cloud Platform, c'est là-dessus qu'on a tout déployé ça. Puis React aussi, c'est le UI, l'interface que je vais vous montrer tantôt, qu'on a développé, est tout développé en React. Les défis qu'on a eu à relever, parce qu'évidemment, un Kiyogo, c'est un appareil qui n'est pas à la base fait pour être IoT. Généralement, ce qu'on connaît maintenant en IoT, c'est des affaires assez simples, style une switch de lumière, des choses comme ça, puis c'est fait à la base pour ça aussi. Un Kiyogo, première chose, c'est que ça ne parle pas en JSON, ça parle en bytes. Donc, il a fallu... On a plusieurs messages qui sont envoyés au Kiyogo, mais qui sont reçus du Kiyogo aussi, qui étaient tous en bytes, qu'il a fallu convertir en JSON après ça pour pouvoir l'utiliser dans l'application. Parce que, comme j'ai dit, l'application elle-même, on peut faire du temps réel, donc il faut que notre application parle par WebSocket directement, ou presque directement au Kiyogo pour pouvoir, en temps réel, voir c'est quoi ses valeurs, ses capteurs, ces choses-là. Donc ça a été une grosse partie du travail.
La taille des paquets aussi que le Kyogo reçoit est limitée, fait qu'il a fallu quand même faire une gestion des paquets, des messages qui sont des fois sur plusieurs paquets, qui ne sont pas limités à seulement un. Il a fallu qu'on fasse ça aussi. Donc, les messages qu'on reçoit, autant les messages qu'on reçoit qu'on envoie au Kyogo. Je dis, on fait du temps réel, mais le Kyogo lui-même n'informe pas en temps réel de la position de ses capteurs ou de sa pile ou ça. Il a fallu qu'on fasse une mécanique, si on veut, pour aller chercher l'information du Kyogo rapidement pour être capable de l'afficher dans l'application. Puis, aussi, le Kyogo, comme j'ai dit tantôt, on est sur une implémentation Kubernetes, donc le serveur TCP, il y en a plusieurs. Le Kyogo, lui, va se connecter. Il ne sait pas nécessairement quel serveur il va se connecter. Donc, nous, il a fallu, comme je disais tantôt, on utilise Redis. Il a fallu garder à quel endroit le Kyogo était connecté pour être capable, après ça, d'aller y parler. Donc, ça, on a tout ça dans Redis. Donc, pour donner un exemple, vous voyez, le Kyogo, ça a l'air de ça quand il est sur personne. Le handshake, au moment de la connexion sur le serveur TCP, là, je l'ai simplifié beaucoup, c'est pas exactement ça, là, mais lui, il va se connecter puis il va envoyer une panoplie d'informations sur lui-même, dont son numéro de série, le numéro de série de chacune de ses puces aussi. Il y en a 7 en tout. Il y en a, vous voyez, là, les genoux, je pense qu'il y en a aux hanches aussi. Puis il y a une puce principale aussi qui est comme le chef d'orchestre de ces puces-là. Donc lui, quand il se connecte, il envoie toute l'information au serveur TCP. Nous, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir dans notre base de données pour voir si, premièrement, il existe, mais si aussi tout ce qu'il y a dessus est encore valide. Parce que pour éviter la contrefaçon, des choses comme ça, éviter qu'on puisse prendre une pièce, la remettre, puis que le firmware s'installe automatiquement, il a fallu faire une mécanique pour dire si ça ne fonctionne pas, automatiquement, on ferme la connexion TCP, puis le Kyogo n'a plus accès. Ensuite de ça, une des choses qui est faite, c'est pour la mise à jour. Donc, comme j'ai dit, la version des firmware, tout ça, c'est envoyé automatiquement. Puis, le serveur TCP va pouvoir dire à l'interface web, par les WebSockets, justement, il y a une mise à jour de disponible. Donc, le technicien, lui, à ce moment-là, peut dire, OK, c'est bon, on va mettre le Kyogo à jour. Le Kyogo, lui, de la façon qu'il fonctionne pour les mises à jour, normalement, c'est qu'on va mettre les fichiers dans un répertoire directement sur le Kyogo. Là, à ce moment-là, c'est poussé par le cloud directement sur le Kyogo par TCP. Une fois que qu'on est sûr que la transmission s'est faite comme il faut, on peut envoyer une commande au Kyogo pour qu'il redémarre. Puis un coup qu'il redémarre, lui, il va automatiquement mettre à jour ses puces avec les nouveaux firmware. Donc, Caroline? OK. Je voulais vous montrer quelques petits bouts de code, là, mais c'est sûr qu'on va effleurer le sujet. Mais ça, c'est quand on démarre le serveur TCP. Donc, vous voyez un peu le genre de logique qu'on fait. Comme j'ai dit tantôt, on a un client Redis, puis après ça, ce qu'on fait finalement, c'est qu'on ouvre le serveur en TLS, donc c'est encrypté. Puis, à chaque fois qu'il y a une nouvelle connexion socket, on va utiliser la méthode Manage Device pour le rajouter dans notre liste de devices qu'on va manager. Puis, pour pouvoir, après ça, aller, je pense que je l'ai sur celle-là, on peut voir là, en gros, c'est vraiment très high level, mais comment, après ça, on va aller écouter les différents événements qui vont arriver sur la connexion socket, puis pouvoir, après ça, faire les autres actions. Là, je ne les ai pas toutes détaillées. On a la même chose pour le WebSocket. Donc, comme je disais, l'interface, le UI de l'application se connecte en WebSocket, donc elle reste toujours connectée. On est capable d'envoyer des messages qui sont relayés après ça au Kyogo. Je me suis je passe vite un peu, mais... Live Session, comme je disais, c'est plus ou moins du live parce qu'on est connecté de l'interface web en WebSocket au serveur, puis du serveur, après ça, il y a une passerelle qui est faite vers le serveur TCP. Puis ce qu'on fait finalement, c'est que, je pense qu'on le voit ici, on a un intervalle, puis généralement, c'est à toutes les 500 millisecondes, on va aller voir le Kyogo, on va lui demander c'est quoi son état. Ça a l'air un peu lourd comme ça parce que c'est carrément un timer, puis il roule tout le temps, mais c'est très rapide quand même. Puis le serveur Node.js aussi est très performant. Quand on processe des paquets, là, comme je disais, ça je pense que c'est la partie multipart, c'est ça. C'est que dans le fond, quand on reçoit les paquets, on a un pool de paquets qui est reçu du serveur ou qu'on envoie au serveur, puis finalement, on fait juste les mettre en chaîne. Quand on est sûr qu'on a un message complet, c'est là qu'on est capable, après ça, de le réencoder en JSON ou de le redécoder selon le sens.
Il me reste 5 minutes, 5 minutes. OK. Ben, je vais vous faire une petite démo, dans le fond, de notre application. C'est assez petit. Là, étant donné, évidemment, que je n'ai pas pu avoir un Kyogo ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler un simulateur qu'on a fait qui est carrément juste codé en .NET. Puis le simulateur, ben, il envoie des données bidons aléatoires. Donc, quand on commence à lui demander pour les informations, ben, il nous envoie à peu près n'importe quoi, là, mais ça donne quand même une bonne idée. Là. Donc là, c'est ça, dans l'application qu'on a développée ici, je suis connecté comme si j'étais un clinicien. Donc, je suis dans une clinique où on gère, où on a des clients qui utilisent le Kyogo. Je vais aller choisir un des patients qui est, je dirais, mettons, Arthur Boulet, ben, c'est lui qui est devant moi en ce moment. Puis vous allez voir dans le bas ici, la connexion est tout de suite ouverte. Mais si on va regarder plutôt avec l'inspecteur, vous allez voir de quoi ça a l'air. Ça fait que si je recharge le profil, vous allez voir la connexion WebSocket va être ouverte. Dans le fond, dans le WebSocket, ben là, c'est ça, comme je disais, vous voyez les frames qui sont envoyés. Puis la première chose, c'est simplement juste qui est connecté. Mais une chose qui est quand même assez intéressante, comme je disais tantôt, souvent le cas d'espèce, c'est que le client est devant. Puis là, ben, on veut pouvoir paramétrer l'appareil. Donc, on veut pouvoir voir qu'est-ce que le client fait en même temps qu'on change les paramètres, puis en même temps qu'on voit les valeurs des différents capteurs. Donc là, vous allez me voir. La façon que ça fonctionne, en fait, c'est que, ben là, normalement, je serais sur une tablette, je ne serais pas là. La personne va faire record ici, puis vous voyez ici les valeurs qui changent. Dans le fond, c'est comme si la personne était en train de bouger. Là, il bouge un petit peu trop, là, probablement qu'il y a un problème. Mais en temps normal, ça devrait bouger plus élégamment. Ici, là, on est encore en développement en passant sur ce projet-là. Ici, il va y avoir aussi, on va voir l'exosquelette lui-même qui va bouger, donc on va être capable de voir. Mais ce que ça nous donne, dans le fond, c'est que quand je fais stop ici, je suis capable de revoir. Donc, je pourrais relire toute la vidéo que j'ai jouée, mais je peux voir en temps réel aussi ce que ça donnait sur l'appareil. Donc, après ça, ce qui me reste à faire, c'est d'aller dans les profils du client. Mettons, je vais aller copier un profil. Puis, dépendamment des paramètres, bien là, on peut le voir, on peut en avoir un exemple. Là, ici, ça, c'est tous les paramètres qu'on peut mettre à l'appareil, puis qui vont être envoyés à l'appareil depuis l'interface. Puis, c'est ça. Donc, je peux aller changer les paramètres. Après ça, aller faire une autre session. Puis, le clinicien va être capable de relire la session tant qu'il veut pour voir, mettons, il y a un petit mouvement qu'il n'a pas aimé, bien, il va savoir d'où ça venait sur l'appareil, puis il va être capable d'aller ajuster l'appareil comme ça. Puis l'autre vue qu'on a aussi, c'est le statut du système. Comme je disais, on a le statut en temps réel de la batterie. Là, c'est une batterie un peu folle, parce que ça ne devrait pas faire ça. Puis on peut voir le statut en temps réel du client aussi. Là, il est en train de débouler les marches. Mais comme je vous disais, là, si on regarde la dernière chose, peut-être c'est le WebSocket, on le voit, le WebSocket. Ça doit être celui-là qui est ici. On peut voir passer là, toutes les requêtes qu'on fait, puis si j'en prends une au hasard, on peut voir tout ce que le Kyogo nous a retourné. Ça, ce qui arrive en ce moment, c'est ce que je vous disais. Là, on est connecté en WebSocket sur le serveur, puis automatiquement, on ping le Kyogo qui, lui, nous retourne ses valeurs. Puis là, étant donné que c'est du random, ça donne n'importe quoi, mais avec un vrai Kyogo, ça donne des valeurs qui ont de l'allure. Il reste du temps pour... Ouais. Y a-t-il des questions? Oui. Oui. Possiblement. Je sais qu'on a eu beaucoup de problèmes avec des problèmes. Dans le fond, la première chose qu'on a choisie, c'était Node.js parce que c'était très simple, mais je sais qu'il y avait beaucoup de limitations aussi au niveau du fait que c'est pas quelque chose qui est... la seule connectivité qu'on avait, c'est avec un Wi-Fi, puis déjà la configuration est difficile à faire, fait que c'était très limité sur le type de technologie, si on veut, qu'on pouvait utiliser. Fait que, je ne sais pas si ça répond à la question, mais sinon... je donnerai mes informations, puis je pourrais répondre plus longuement. Là. Je peux en parler avec mes collègues aussi. Là. Oui? Là,
comme je disais, c'est sécurisé. Là, tout est encrypté aussi. Puis on utilise... tout est aussi sécurisé. Là. On a, vous avez peut-être vu là, l'interface de Auth0 là, pour se loguer à l'application. Mais partout, le token de la personne qui est connectée passe aussi. Donc, on vérifie toujours, on valide toujours les autorisations pour être sûr que ça fasse ça. Mais à la limite, ça ne serait pas si grave que ça non plus, parce que peut-être qu'on aurait des informations personnelles, mais on ne peut pas non plus mettre des valeurs qui n'ont pas d'allure, puis il va le prendre. Là. Exemple, c'est un moteur, là, il ne va pas aller casser la jambe en la mettant à l'envers. Fait qu'il y a quand même... Il va empêcher de le faire. Là. Fait à la limite, ce ne serait pas si grave que ça non plus. Mais c'est sécurisé quand même aussi.